Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média TV dans 60 minutes pour comprendre. Vous le savez, pendant 60 minutes, nous essayons de décrypter pour vous ce qui fait l'actualité nationale et internationale. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Média TV ou sur le compte Twitter de l'émission à travers le hashtag 60MPC. Les invités qui ont accepté d'être avec moi ce soir sur le plateau sont Monsieur Rachid Wahabi. Vous êtes chef de la division santé et environnement au ministère de la Santé. Bonsoir. Bonsoir. Professeur Chakib Nejjari, vous êtes vice-président de l'université Mohamed VI des sciences de la santé. Fatima Dréouch, chef du Centre national du climat à la direction de la météorologie nationale. Et enfin, Saad Mouline, ingénieur, expert en hydraulique. Merci, madame, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation ce soir. 32 276, c'est, selon un rapport publié il y a quelques jours par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de morts provoqués en 2012 au Maroc par la dégradation de l'environnement, et notamment la pollution de l'air et de l'eau. Un chiffre que nous allons essayer de comprendre ce soir. Comment mesure-t-on ces différents types de pollution et quelles en sont les causes principales? Quelles sont les conséquences en termes de santé et quels genres de maladies sont directement liées à la pollution? Quelles sont les mesures enfin prises par les instances concernées pour endiguer cette pollution et prévenir les risques sanitaires? Pollution, quelles mesures pour notre santé? C'est le titre de l'émission de ce soir. Les chiffres sont éloquents. L'Organisation mondiale de la santé vient de publier son rapport sur la prévention des épidémies grâce à l'environnement. Au Maroc, 32 276 décès ont été provoqués par des causes liées à l'environnement en 2012. Les principaux facteurs, la pollution de l'air, de l'eau et des sols. Le Maroc serait même classé entre la 7e et la 9e position des pays grands pollueurs en 2020. Parmi les grands défis actuels, le stress hydrique et les polluants atmosphériques. Selon le ministère de tutelle, le coût de la dégradation de l'air et de ses conséquences sont estimés à 3,6 milliards de dirhams par an, soit environ 1,03% du PIB. Conformément aux dispositions de la loi numéro 1303 relative à la lutte contre la pollution de l'air, un comité national de suivi et de surveillance de la qualité de l'air est mis en place. Objectif affiché, renforcer les mesures de lutte contre la pollution atmosphérique. D'après la première communauté en ligne dédiée aux technologies vertes et à l'environnement au Maroc et en Afrique, Massolia, 500 millions de mètres cubes d'eaux usées sont produites rien que dans les milieux urbains et seulement 20% de ces eaux sont traitées. En revanche, la pollution de l'eau a baissé de 11% entre 2004 et 2014 sur l'ensemble du royaume. Pour ce qui est du plan national de l'eau, le département de Chalafat-Afilal a fixé un objectif de près de 325 millions de mètres cubes d'eau réutilisés à l'horizon 2030. En tête des objectifs du plan, l'économie de l'eau, l'augmentation de l'offre et le recours aux eaux non conventionnelles. La lutte contre la pollution de l'eau s'impose aujourd'hui à l'échelle mondiale. Selon Massolia, seulement 1% de l'eau présente sur la planète est de l'eau douce et pas plus de 0,6% de l'eau est exploitable. 32 276 morts dues à la pollution. Alors quand on rapporte ça aux chiffres qu'on a dans le monde, 8,2 millions de décès, ça c'est le chiffre mondial, suite à des maladies, ce qu'on a des maladies non transmissibles, attribuables à la pollution de l'air. On parlera aussi de la pollution de l'eau, parce que ces maladies sont transmises également par l'eau, et ça concerne des AVC, des maladies cardiaques, des cancers et des maladies respiratoires. Alors concentrons-nous sur le chiffre au Maroc. Est-ce que ce chiffre est alarmant ? En fait, ce chiffre de 32 000, qui est une estimation de l'OMS sortie cette année en 2016 sur la base de la situation en 2012, est un rapport qui vient après le premier rapport qui est sorti en 2006 et qui a établi les mêmes chiffres. Donc on est au Maroc, on est resté sur les mêmes chiffres, 32 000 décès prématurés. Je dis bien prématuré parce qu'il faut utiliser ce mot pour faire bien la distinction entre une mort prématurée parce que quelqu'un est mort alors qu'il aurait pu vivre 70 ans, qui est la moyenne d'âge, alors qu'il contracte une maladie liée à l'environnement. On mesure par rapport à l'espérance de vie. Exactement, c'est là la différence entre... Mais il y a un autre indicateur qui est aussi beaucoup plus parlant que le décès, c'est les années de vie corrigées par la capacité. Et dans ce dernier rapport, il est estimé pour le Maroc 1 700 000 années de vie corrigées qu'on a perdues chaque année. C'est vrai que c'est un indicateur, oui, qui peut parler. 1 700 000 années de vie. Années de vie. Ouais.
D'accord. Alors c'est vrai que lorsqu'on parle de pollution, on a l'habitude d'avoir des indicateurs qui sont très globaux. Là, on verra aussi, même par rapport aux indicateurs liés à la pollution atmosphérique générée par les véhicules, on a des indicateurs nouveaux qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans les médias, qui sont peut-être un peu plus parlants. Sinjari, ce chiffre-là, je reviens juste sur, est-ce que c'est un chiffre alarmant lorsqu'on rapporte ça à la situation mondiale? Comme ça a été dit par M. Rouhabi, il s'agit d'un rapport mondial donc, que l'OMS a sorti et qui met l'accent clairement sur le rôle dans l'environnement dans la santé. C'est vrai que, disons, dans notre pratique, par exemple, médicale quotidienne, on voit surtout des symptômes, on voit des maladies, etc. Mais l'Organisation mondiale de la santé a voulu, dans ce rapport, souligner que presque le quart de la mortalité précoce au niveau mondial est lié à des causes. Et donc l'Organisation mondiale de la santé a sorti ce rapport pour qu'on puisse s'attaquer aux causes et non seulement, disons, faire ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire avoir une approche médicale des conséquences. Et le Maroc, pour le Maroc, c'est 16%, c'est pas 23%, donc c'est quand même moins que la moyenne mondiale. Mais dans notre pays, ce chiffre, bien sûr, nous interpelle. Et nous interpelle pour plus d'actions, pour plus de prévention, donc concernant les facteurs liés à l'environnement. Madame Alouche. Oui, effectivement, c'est des chiffres, je pense, qui sont à prendre au sérieux, même si je pense que la pollution telle que introduite dans le rapport, c'est différents types de pollution, je pense, y compris, je pense, le tabagisme. Oui. Donc, mais c'est sûr que la pollution de l'air due à d'autres sources comme le trafic, donc le transport, l'industrie, aussi le secteur tertiaire, aussi la partie domestique. Donc tout ça, émet dans l'air et bien sûr, ce n'est pas sans conséquences comme partout dans le monde. Alors on reviendra sur la pollution de l'air, on va parler de la pollution de l'eau, mais si vous avez dit quelque chose, on ne fait pas rentrer le tabagisme dedans, dans ces chiffres-là. Même si c'est une pollution, c'est une pollution active, non? Ou passive. Alors, dans ce rapport... Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Alors, en fait, dans ce rapport, l'Organisation mondiale de la santé prend en compte aussi le tabagisme. Ah bon? Actif et passif, c'est-à-dire le tabagisme lié au tabagisme des autres. Oui. Je voulais juste rajouter que ce qui fait que le problème devienne un vrai problème de santé publique, c'est en fait des petits risques minimes. Mais lorsqu'on cumule ces petits risques minimes, ben ça fait un gros risque. C'est vrai que tous les jours, lorsqu'on parle de pollution atmosphérique, on parle de questions de pollution, on ne va jamais dire, voilà, quelqu'un est parti voir le médecin parce qu'il s'est exposé à la pollution de l'air. Mais en fait, c'est le cumul de risques minimes qui fait que ça devient un gros risque pour la population en termes de santé publique, en termes donc de morbidité, en termes de mortalité, en termes de coûts aussi pour la société. Et donc c'est ça en fait qui fait que le risque environnemental devient important parce qu'en fait c'est un risque qui est à très large échelle, qui concerne toute la population. C'est pas des individus, c'est vraiment la population en général. Voilà. J'ajouterais, si vous permettez, j'ajouterais juste le fait de rappeler que ce sont des morts évitables. C'est ça qui vous devrait attirer l'attention. Ce sont 32 000 morts qu'on aurait pu éviter si on avait fait les choses comme il faut, en préservant la qualité de l'environnement, l'air, le sol. Alors on va y revenir justement sur les moyens, parce que là déjà qu'on fasse un état des lieux. C'est un message clé, c'est-à-dire que ces morts-là, ils sont évitables si tout le monde s'accorde et travaille de main dans la main pour que notre environnement soit sain et soit salubre. Simouline. Les maladies, je pense qu'ils peuvent aussi en parler, liées à l'eau, des dysenteries et autres, sont fréquentes. Bon, en Afrique, en Asie et aussi au Maroc, surtout dans les zones où il y a un manque d'eau, dans le sud en particulier. Mais la pollution de l'eau, je vais peut-être faire une approche qui est un petit peu originale. La différence avec l'air. L'air est disponible, il est pollué, mais la quantité elle-même est disponible. L'eau, quand on la pollue, elle est très limitée. Nous savons que nous disposons toute l'eau qui existe sur la planète comme eau de consommation, il y a beaucoup moins que 1%. Donc, quand cette eau est polluée, bien entendu, nous avons des problèmes de qualité, aussi des problèmes de quantité qui se posent. Et donc, on est sur ce chiffre qui est important, c'est 1% de l'eau disponible sur Terre seulement qui est potable. Tout le reste, ce sont qui est douce. Qui est douce, voilà. Tout le reste, c'est de l'eau de mer et les glaciers. Et les glaciers. Bien sûr, en quantité minime. Et dans l'eau, justement, le moins de 1%, le 0,8%,
il y a de l'eau qui n'est pas facilement, on ne peut pas l'atteindre facilement, c'est des eaux profondes. Les eaux de surface ne représentent que pratiquement 10% de toute cette eau disponible, profonde et superficielle. Donc, sur cet ensemble, quand l'eau est polluée, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par pollution? Les caractéristiques physiques et chimiques et biologiques de l'eau sont perturbées et sont mesurées. Bon, là, si vous voulez un petit peu la méthode de mesurer la qualité de l'eau, c'est la demande biologique en oxygène en 5 jours, ou bien la demande chimique en oxygène, ou bien les matières en suspension. Tout ça, c'est des indicateurs qui permettent de savoir si une eau est propre ou non. Et puis, la présence d'éléments toxiques dangereux. Et ça, c'est encore plus grave. Donc les métaux lourds. Les métaux lourds, l'arsenic, un certain nombre de produits qui peuvent être très dangereux pour la santé. Et ces messieurs sont beaucoup plus qualifiés que moi pour en parler. Maintenant, les origines de cette pollution de l'eau sont très variées. Vous avez la pollution ménagère classique. Elle, disons qu'elle peut être traitée. Il y a la pollution industrielle qui est beaucoup plus délicate. Il y a la pollution de l'activité agricole. Et celle-là, elle atteint les nappes. Avec pesticides et les compagnie. Pesticides, les engrais, et donc qui produisent ce qu'on appelle les nutrifiants, l'azote et le phosphore, qui sont très difficiles à éliminer déjà dans l'eau courante, mais comme elles atteignent le plus souvent la nappe, alors là, pour les en sortir, pour nettoyer la nappe, c'est encore beaucoup plus délicat. Puis, il y a parmi les pollutions qui n'est pas connue, enfin qui n'est pas facilement, disons, répandue, c'est la pollution thermique. De l'eau très chaude fait du mal au milieu récepteur. Et ça, c'est les centrales thermiques d'électricité, centrales électriques, qui rejettent de l'eau, ou bien les trucs toute l'industrie qui a besoin de refroidissement. De refroidissement. Et ça fait beaucoup de dégâts, surtout en milieu aquatique marin, parce que il n'y a pas que l'homme qui est infecté par les problèmes de pollution des eaux, il y a la faune et la flore. La faune marine, la faune des oueds, et puis la flore aussi. Alors revenons au niveau de la santé, justement. On a parlé de plus de 32 000 morts liées à l'environnement, avec le nombre d'années dont vous nous avez parlé. Quelles sont aujourd'hui les maladies, non seulement qui sont provoquées par les problèmes d'environnement, et surtout, comment on fait remonter l'information? Est-ce qu'on a un observatoire? Est-ce que lorsqu'un médecin, que ce soit un généraliste, que ce soit dans la santé publique ou privée, comment on fait remonter l'information du fait de dire, on fait un diagnostic, on dit, bah voilà, soit cet asthme, soit cette maladie, soit cet AVC ou ce cancer est directement lié à l'environnement. C'est quand même compliqué de lier directement une maladie à un environnement. En fait, il y a une différence entre notification des cas et tout ce qui est le travail de l'établissement des profils épidémiologiques du pays. Ça se fait à travers la déclaration obligatoire des maladies, ça se fait à travers les réseaux de collecte de données, les cellules provinciales d'épidémiologie, les observatoires régionaux et les directions régionales de la santé, et ça aboutit au niveau central pour compiler toutes les données. Mais vous avez tout à fait raison, pour relier ça aux causes et aux facteurs de risque, ça nécessite des études spéciales. Et je vous assure que ce sont parfois des études très compliquées à mener. L'exemple, on est ce rapport-là, que nous avons, qui est sorti récemment. Il est sorti en 2016, mais il est fait référence aux données de 2012. Oui. C'est-à-dire qu'on a passé 4 ans pour compiler toutes les données au niveau international et pour pouvoir sortir ces chiffres-là. Et encore là, ce sont des estimations de l'OMS, mais au niveau national, il nous appartient de faire la part des choses et de travailler sur les capacités nationales pour essayer d'approcher un peu plus les faits d'une manière factuelle et d'avoir des chiffres nationaux. C'est pour ça que aujourd'hui, cette importance donnée à ces sujets-là nous conforte dans nos choix stratégiques au niveau du ministère de la Santé. On a choisi, au niveau du ministère, de nous pencher plutôt vers tout ce qui est évaluation des risques environnementaux sur la santé, normalisation de ces risques. Donc, il faut normaliser les seuils d'exposition et contribuer au contrôle de leur exposition. Je pense qu'avec ça, avec cette approche-là, le ministère de la Santé va contribuer d'une manière effective sur l'approche développement durable qui est préconisée par l'État marocain dans toutes ses composantes.
Professeur Nejari, les types de maladies qu'on a, alors on a l'habitude d'entendre, bien sûr, on a tous peur pour nos enfants, on sait que les maladies respiratoires, l'asthme dans les villes, quelles sont les maladies les plus représentatives ou les plus retrouvées, ou on va dire, on émet l'hypothèse la plus ferme que c'est lié à l'environnement? Comme vous l'avez bien souligné, effectivement, la problématique, c'est qu'il y a d'abord des effets à court terme et des effets à long terme. Les effets à court terme, c'est par exemple les infections respiratoires aiguës, c'est par exemple des exacerbations ou des crises d'asthme. Et ça, on le voit de manière significative? J'imagine que c'est bien localisé dans les villes, au oui, centre-ville. Absolument. Donc, ça a été démontré dans de nombreuses études. Donc, il y a des effets à court terme, c'est-à-dire, par exemple, dans le cas de la qualité de l'air, vous avez un pic de pollution atmosphérique qui peut générer un pic de quelque chose. Alors, c'est souvent des symptômes respiratoires aigus, ou des fois des symptômes cardiovasculaires, ou des choses plus graves. Ça peut être même des accidents vasculaires cérébraux, etc. Mais il y a aussi des effets à long terme. C'est-à-dire, la pollution d'aujourd'hui peut générer des effets dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est le cas, par exemple, des cancers. Et là, effectivement, pour les premiers effets, il faudrait que, évidemment, les pouvoirs publics, le ministère de la Santé le fait déjà, et c'est en train d'être fait aussi, c'est mettre en place des dispositifs de surveillance épidémiologique qui permettent de déceler ces effets en relation avec des pics de pollution ou des problèmes d'environnement. Mais concernant les effets à long terme, il est important aussi de faire en fait de la recherche pour pouvoir corréler ces effets par rapport à l'environnement. Alors je voudrais aussi rajouter quelque chose, c'est que les effets sur la santé sont liés souvent à des interactions. C'est pas si simple que ça. Par exemple, on peut avoir un effet chez une personne parce qu'elle a un profil génétique, parce qu'elle est prédisposée, parce qu'elle a une nutrition particulière, parce que, et on peut avoir des effets moins importants chez une autre personne. Donc il y a aussi l'interaction de l'environnement, et ça peut-être on va revenir sur ce point-là tout à l'heure, l'environnement avec d'autres facteurs de fragilité et qui vont faire que l'environnement va avoir plus d'impact chez des populations fragiles que d'autres personnes. Alors justement, on parlera des différents dispositifs de mesure qui ont été mis en place. On entend souvent parler dans les grandes capitales, que ce soit Paris, que ce soit Pékin, que ce soit Mexico, que ce soit on alerte la population de pics de pollution. On verra dans quelle mesure on peut le faire chez nous. Mais la météo, est-ce que vous parlez de facteurs? Est-ce que c'est un facteur qui est important, qui favorise la pollution à un moment donné, lorsqu'on a des périodes de sécheresse, lorsqu'on a attendu la pluie pendant un moment et que l'hiver s'est fait extrêmement doux? Est-ce que c'est aussi l'occasion d'émettre une alerte sur les pics de pollution atmosphérique? Oui, donc effectivement, les conditions météorologiques, elles influent sur la pollution. Et dans ce sens, j'aimerais évoquer ce que fait la météorologie nationale en termes de qualité de l'air, donc notamment en termes de mesure de la qualité de l'air, de suivi, études, analyse et aussi en termes de prévision. Donc la météo gère un réseau de 29 stations de mesure de la qualité de l'air, donc la mesure d'un certain nombre de polluants, et dispose aussi de 2 laboratoires mobiles. Donc ce réseau-là a été acquis grâce à la coopération avec différents partenaires dans la fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Certaines stations ont été acquises par la météorologie nationale elle-même, notamment à partir de 2009, où on a eu la passation à la direction de la météorologie nationale de la gestion de l'ensemble du réseau de la qualité de l'air. Donc on s'occupe de la mesure d'un certain nombre de polluants, une mesure continue. Donc de polluants comme le dioxyde de soufre, le dioxyde d'azote, l'ozone, le monoxyde de carbone, les particules en suspension. Et donc ces mesures-là, elles sont faites au niveau d'un certain nombre de stations de la qualité de l'air qu'on trouve dans différentes régions du Maroc. Un nombre d'environ 13 stations se trouve sur le Grand Casablanca. Donc quand même, 13 stations Rien que sur le Grand Casablanca. Le Grand Casablanca. Sur 29 stations dans tout le royaume.
Oui. Et donc, ces mesures-là, elles sont faites presque en continu, toutes les 10 secondes. Elles sont concentrées dans un premier temps au niveau de chaque station. Donc, il y a une station d'acquisition au niveau de chaque station. Puis, envoyées à travers des liaisons téléphoniques vers le concentrateur à Casablanca, au siège de la météorologie nationale. Ces mesures sont ensuite, elles subissent un post-processing, elles sont traitées, puis analysées et elles servent à élaborer des bulletins et des rapports sur la qualité de l'air se basant sur les polluants mesurés. Alors ça c'est pour l'air, voilà. Pour l'eau. Pour l'eau, il y a des mesures de qualité au niveau des grandes oueds, mais aussi au niveau des nappes. Il y a des piézomètres qui sont installés, qui mesurent les niveaux, mais aussi il y a des mesures de qualité sur différentes nappes. La nappe du Ralb, la nappe du Saïs, la nappe du Haouz, du Souss, les grandes nappes sont mesurées et suivies au niveau de la qualité. Alors c'est quoi qui pollue le plus? Alors on va se poser la question, vous l'avez dit tout à l'heure. Alors que ça soit, vous avez dit au niveau de l'eau tout à l'heure en introduction, au niveau de l'air. Alors c'est vrai qu'on entend parler de beaucoup de choses. Il y a le SO2, c'est le dioxyde de soufre, l'anhydride sulfurique, ça me rappelle mes cours de chimie. Mais il y a les particules, il y a d'où viennent finalement les principaux polluants? Les principaux polluants de l'air au Maroc, ce sont en premier lieu les véhicules, donc les transports sur route, viennent ensuite la pollution industrielle. Mais si vous permettez, je voudrais revenir à l'état de choses, à l'état des lieux en matière de pollution au Maroc et surtout leur liaison avec la santé. Donc nous avons ce rapport de l'OMS, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous travaillons aussi au niveau national sur des études faites avec les capacités nationales. Et ça, on a démarré il y a longtemps, on a démarré en 1998 à Safi, lorsqu'on a démontré que la qualité de l'air à Safi a dépassé les normes de l'OMS dans le temps, parce que en 1998, on n'avait pas encore de normes nationales. D'ailleurs, Sénégalais, vous aviez un rapport qui date de 2000. Hein. Oui. Et puis c'est vrai que ce que vous prévoyiez, on voit bien que c'est arrivé. Hein. On est venu après en 1999 à Casablanca et on a démontré que si on passe à un niveau de la qualité de l'air de 10 à 90 en termes de fumée noire, il y a une accélération de quoi? De fumée noire, c'est-à-dire c'est une fumée noire. Fumée noire, pardon, excusez-moi, fumée noire, oui. On passe à quelque chose comme plus de 9% de mortalité brute. Donc on a démontré ça d'une manière statistique et on passe à plus de 42% de consultation pour les conjonctivites. C'est vous dire que nous avons des chiffres qui démontrent l'impact de la pollution de l'air. Donc là, on a des impacts directs à court terme dont vous parliez tout à l'heure. Puis est venue l'étude de Mohamedia en 2002 et là on a zoomé sur les asthmatiques, les jeunes enfants asthmatiques. Et là, on a démontré que le dioxyde de soufre qui en était la principale cause. Et puis, on vient ensuite d'autres études, telles que celles on a faites sur les leishmanioses, lorsqu'on a établi que les maladies leishmanioses qui sévident dans le sud est reliées d'une manière directe avec les conditions de collecte des déchets ménagers, avec la présence de déchets sauvages non contrôlés et avec les habitudes de la population locale de faire en sorte qu'ils aient leurs cheptels et leurs chevaux dans leur maison. Et la dernière, c'est une étude qu'on a faite au niveau de la contamination des aliments par les produits pesticides. Et on a démontré que c'est vrai que les pesticides sont utilisés dans les normes, mais parfois les agriculteurs les utilisent pour des produits qui ne sont pas autorisés. Donc il y a un pesticide qui est autorisé pour, par exemple, la tomate, et ils ont essayé par leurs propres moyens sur les patates, et puisqu'ils ont trouvé d'une manière qu'ils ont estimé que c'est bon, ils continuent à le faire, alors que ils ne sont pas autorisés pour cette pratique. C'est Najali. Alors, vous avez parlé des sources de pollution. On va dire qu'il y a deux grands types de pollution, des pollutions d'origine industrielle, qu'on va trouver essentiellement dans les zones industrielles. Mais qui sont très localisées, parce que c'est vrai que si on prend tout le territoire national, nous ne sommes pas encore un pays industrialisé comme on peut avoir les grandes puissances industrialisées. Donc, est-ce que la proportion est vraiment énorme? C'est vraiment sur des points noirs, des points localisés? Vous parliez de Mohamedia. Oui, on va dire comme ça, effectivement, dans les zones industrielles essentiellement. Donc, avec en fait, les polluants d'abord qu'on trouve dans l'atmosphère, on va citer 4 principalement qui sont mesurés. Il y a les oxydes de soufre émis par l'industrie, beaucoup par l'industrie, mais aussi par les véhicules, mais plus par l'industrie. Les oxydes d'azote émis
par les véhicules essentiellement, on va trouver par exemple dans les centres-villes, là où il y a beaucoup d'embouteillages. Et puis il y a aussi les fumées noires, les particules en suspension. Alors ces particules sont particulièrement, disons, dangereux parce qu'ils pénètrent dans le système respiratoire. Et donc surtout les particules les plus fines, c'est eux qui vont être les plus nocifs. Et donc émis aussi par les plus nocives, émis donc par l'industrie. Et puis il y a aussi l'ozone. Alors l'ozone, c'est un polluant particulier parce qu'en fait, c'est un polluant secondaire qui se constitue sous l'effet de l'ensoleillement. Donc des réactions chimiques dans l'atmosphère. Et donc c'est un polluant qui peut avoir une certaine spécificité pour les pays les plus ensoleillés, par exemple comme le Maroc. Alors ceci étant, bien sûr que le niveau de pollution est lié à plusieurs facteurs. Il est lié bien sûr au niveau journalier, au niveau par exemple des pics de circulation automobile, etc. Et par exemple le vent, les conditions météorologiques, l'humidité, la température, etc. Donc tous ces facteurs font que lorsqu'on mesure la pollution dans l'atmosphère, donc ça varie énormément. Et donc ces variations sont très très importantes et il faut les prendre en compte. Alors comme ça a été dit tout à l'heure par ma collègue, effectivement au Maroc, les 13 stations par exemple de mesure à Casablanca mesurent ces polluants tout le long de l'année, 365 et tous les 15 minutes. Donc chaque 15 minutes on a une mesure. Toutes les 10 secondes. Toutes les 10 secondes, voilà. Donc et on a une mesure en continu de la pollution atmosphérique et ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas il y a quelques années. Et donc ça c'est quand même quelque chose de très important. Seulement il ne faut pas mesurer que pour mesurer. Il faut mesurer pour pouvoir agir. Et alors là, on ira tout à l'heure. Mesurer et savoir ce qu'on peut faire par la suite, parce que, par exemple, à Athènes, quand il y a un pic de pollution, on fait la circulation alternée. On verra quels sont les leviers, nous, qu'on peut mettre en place. Simouline, pour les rejets, finalement, d'eau, on parlait de la pollution industrielle. Est-ce qu'on a un moyen d'évaluer justement tous ces rejets d'eau industrielle qui, j'imagine, sont chargés de métaux lourds et qui sont souvent rejetés dans la mer? Est-ce qu'on a une évaluation de l'impact que ça peut avoir, non seulement sur l'écosystème marin, hein, tout simplement, et sur les hommes? Alors, je vais peut-être juste donner une petite image. Oui. C'est les rejets d'eau dans les villes de l'intérieur. Je prends par exemple Fès, Fès surtout, qui est à l'amont du Sebou. Et puis vous avez à l'aval du Sebou, Sidi Slimane, Kénitra, entre autres, qui donc prennent l'eau qui sert pour la distribution et la consommation humaine, est prise sur une eau qui a déjà récupéré les margines de Fès, les eaux des tanneries, etc. Donc l'eau Merbia, c'est la même chose. Khinifra, il passe par Khinifra, là, et puis il arrive jusqu'à El Jadida. Donc il y a une récupération d'une eau. Si elle n'est pas traitée à l'amont, elle peut poser de graves problèmes. Et en tous les cas, elle pose de grosses difficultés de traitement pour la servir à la consommation, ce qu'on appelle la réutilisation. Maintenant, au niveau marin, toutes les villes côtières, quand elles envoient de l'eau vers l'océan, bon, elles dégradent tout le littoral. Et on sait que, et c'était une campagne aussi bien, je pense, faite par l'ONEP avec la fondation Mohamed VI pour l'environnement, il y avait un certain nombre de plages, et avec le LP2E, le laboratoire public, qui étaient interdites à la baignade. Bon, il y a eu des travaux, il y a eu un certain nombre de choses qui ont permis de réhabiliter certaines plages. Il y avait des plages déjà pour la baignade, pas pour la consommation déjà. Oui. C'est une eau qui était dangereuse. Il y a un autre problème qui se pose, c'est celui de la réutilisation d'une eau dans un espace réduit. Je prends un petit douar, quand les conditions ne sont pas propices, il y a tous les rejets, et puis il y a des puits pour la consommation en eau potable. Ça, c'est dans l'immédiat, il y a une réutilisation d'une eau qui n'est pas saine. Le traitement lui-même n'est pas, quel que soit le degré de traitement, il n'est pas suffisant. On peut aller, et donc il vaut mieux préserver, il vaut mieux faire en sorte à polluer moins pour avoir, disons, une eau qui est moins... Parce qu'on n'élimine pas tout. On n'élimine pas tout. On ne peut pas tout éliminer. On ne peut pas tout éliminer, et même dans les stations de traitement, ce qu'on appelle le traitement municipal pour les rejets urbains, il y a un certain nombre de rejets qui posent ou qui causent des problèmes au traitement. Si on a les traitements industriels d'une part, mais aussi à l'intérieur d'une ville, vous avez les garages qui balancent les huiles. Vous avez les pesticides qui sont dans les utilisations ménagères, et on en exagère des fois beaucoup. Vous avez un certain nombre de rejets
qui ne sont pas les rejets, ce qu'on appelle organiques, qui, elles, ont des méthodes de traitement et qui peuvent donner des résultats. Au niveau de la demande biologique en oxygène, parce que ce qui se détruit, c'est l'oxygène de l'eau qui est détruit. Et donc, le mélange de ces rejets chimiques pose un problème de traitement et de renouvellement de ces eaux usées. Il y a bien entendu un certain nombre de dispositions qu'on peut prendre. Depuis très longtemps, on a entendu parler du FODEP, le fonds pour la dépollution industrielle. C'est-à-dire que c'est du soutien de la rémunération, de la récompense qu'on donne aux industriels qui traitent avant leurs rejets, avant de les remettre au niveau du milieu naturel. Moi, je ne connais pas exactement les résultats de toute cette politique, mais elle avait mis du temps à se mettre en place, surtout que des fois, les industriels, c'était des fois des institutions qui avaient de gros rejets et d'autres ont pris sur elles des choix citoyens, je pense l'OCP et d'autres, mais toutes ne sont pas concernées, surtout les petites unités industrielles qui rejettent directement dans le milieu naturel. Alors justement, ça va nous permettre de parler de contrôle, ça va nous permettre de parler de levier. Qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on voit qu'il y a une pique de pollution atmosphérique et aussi, d'un point de vue législation, parce que des lois en la matière. On fait une petite pause, on revient juste après. Pollution de l'air, quelles mesures pour notre santé? C'est le sujet de ce soir dans 60 minutes pour comprendre. Si vous venez de nous rejoindre, Rachid Ouahabi, vous voulez réagir par rapport à ce que disait par rapport à la pollution de l'eau, oui. D'un point de vue sanitaire, Simoline peut être d'accord avec moi, au Maroc, le risque sanitaire est assez maîtrisé, je dirais même très bien maîtrisé. Enfin, il a bien évolué avec l'accès en eau potable. Exactement, on est quelque chose à 100% de l'accès en eau potable en milieu urbain et à 92% en milieu rural. C'est énorme comme évolution. Et là, du moment que le citoyen marocain a quasiment accès à l'eau potable, à une ressource, à un point d'eau salubre. Je sais pas les points d'eau traditionnels, c'est pas les puits. C'est pas les puits, c'est vraiment une ressource qui est vérifiée, un traitement qui est efficace et on obtient de l'eau qui est conforme à la norme nationale de l'eau potable, parce qu'il existe une norme nationale de l'eau potable qui est d'application obligatoire. Le risque majeur du point de vue de santé par rapport aux sources en eau, c'est principalement les eaux de baignade et la réutilisation des eaux usées au milieu de l'agriculture. C'est là où il y a beaucoup de choses à faire. Alors, avant qu'on parle de la loi, je voudrais vous poser la question sur les dispositifs mis en place. À aucun moment, on a entendu parler d'alerte à la population, d'éviter de courir, comme ce qu'on peut attendre, éviter de courir, éviter de sortir, pour les gens âgés, pour les bébés, de se couvrir le nez. Alors que lorsqu'on a des pics atmosphériques, quels sont les leviers qui sont mis en place et quels sont les dispositifs qui sont prévus ? Alors déjà, le décret de décembre 2009, il spécifie bien ce qu'il faut faire déjà en termes de seuil. Donc c'est un progrès. Donc on a nos seuils. Ce qui n'existait pas avant. On mesurait, mais on n'avait pas un seuil critique. Voilà, donc on a déjà des seuils bien fixes et il y a une procédure qui est bien définie aussi, quand est-ce qu'il faut informer, quand est-ce qu'il faut alerter. Donc il y a des valeurs bien déterminées et il y a la procédure. Donc il faut donner l'information aux autorités concernées, la faire passer aux différentes entités concernées par cet aspect-là de pollution. Et le décret dit que c'est au wali ou bien à son représentant de spécifier la nature des informations à passer au grand public, le lieu et les mesures à entreprendre. Donc du côté de la météorologie nationale, donc nous déjà pour pouvoir agir, pour pouvoir contrôler, pour pouvoir limiter la pollution et vérifier si les actions entreprises elles sont efficaces ou pas. Donc à tous les niveaux de cette chaîne-là, il faut mesurer.
Donc vraiment, il y a la mesure. Après la mesure... Mais qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, peut-être que je me trompe. J'y viens. Je suis citoyen comme tout le monde. Je suis entre Casablanca et Rabat. À aucun moment, j'ai jamais entendu une alerte en me disant faites attention, là il y a un pic de pollution. Je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, quelles sont les situations d'urgence prévues? Imaginons que demain on a un pic de pollution absolument incroyable. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui doit être mis en place? Qu'est-ce qui doit être déclenché? Déjà de notre côté, de la mesure, oui. On alerte, on émet de toute façon, on émet notre bulletin toujours, et l'information elle est accessible à toutes les entités concernées dans notre site web. Et le bulletin aussi, il est accessible. Donc, on a hebdomadaire, mensuel, annuel, etc. Et il y a de la collaboration, il y a de l'interaction avec les différents départements concernés, notamment de l'interaction déjà qui existe et qui est prévue d'être plus forte en cas de cas particulier, par exemple, mais qu'est-ce qu'on peut prévoir de pic de pollution. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? La loi est claire. Donc il y a la loi qu'a citée Madame, c'est la loi cadre qui précise le cadre réglementaire, comment l'administration doit interagir avec cette pollution de l'air, qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a ces textes d'application, il y a le décret qui a établi les normes, c'est les seuils. Et il y a même les seuils de la pollution ambiante en général et les seuils de la pollution issue la pollution fixe, par exemple, dans le milieu industriel. Vient ensuite un dispositif, un texte qui est très important, sur lequel qui est encore en examen. C'est un arrêté qui va fixer les modalités d'alerte et d'information. Ça répond à votre question. Donc cet arrêté-là, il va prévoir quels sont les seuils à partir desquels la population doit être informée et quels sont les seuils à partir desquels la population doit être alertée. Et dans les deux situations, il faut que les citoyens disposent d'un message clair, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ces seuils-là. Donc ça, c'est en discussion. Il y a déjà des seuils. Alors, il y a déjà les seuils. Les alertes. Je vous repose la question encore une fois. Qu'est-ce qu'on peut faire? Imaginons qu'on ait dépassé ce seuil et qu'on soit en état d'alerte. Après, je vous poserai la question, est-ce qu'on a déjà été en état d'alerte en termes de... Est-ce qu'on a déjà dépassé ce seuil aujourd'hui qui est... Canicule et pollution. Canicule, pollution... pas un brin de vent, et ça pendant 5 jours. Ça, on connaît ça quand même, ça arrive très souvent. Et au niveau de Casablanca, si on se met en plein milieu du boulevard Zartoni, je pense qu'on peut le sentir sans avoir une unité de mesure. Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, d'abord, moi, je crois que, j'espère qu'on ne va pas arriver. On n'a jamais dépassé ce seuil? Non. En plein centre de Casa, on n'a jamais dépassé ce seuil? Alors, je pose la question. Les seuils peuvent être dépassés. Non, bien sûr, clairement. Il peut y avoir des pics, mais pas dans 5 jours d'affilée. Non, d'abord, je crois que on espère qu'on n'arrivera pas quand même, à des situations dramatiques comme ce qui s'est passé à Mexico, à Athènes, à Londres, où il y avait un accident, etc. À Pékin, donc plusieurs capitales. Moi, je crois que d'abord, l'objectif, c'est ne pas arriver à cette situation où on va dire aux gens, non, ne prenez pas votre voiture, circulation alternée, etc., etc. Pour qu'on n'arrive pas à cela, moi je crois qu'il est important d'anticiper le risque. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des seuils. Et ça, c'est une avancée remarquable, parce qu'il y a 10-15 ans, en fait, on disait les seuils de l'Organisation mondiale de la santé, etc. Mais là, on a des seuils nationaux. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est capable de dire tel jour, dans tel endroit, a-t-on dépassé le seuil d'information? A-t-on dépassé le seuil d'alerte? Ça, c'est une avancée qui est très, très importante. Et ce sont des seuils nationaux, c'est-à-dire qui sont adaptés totalement à notre contexte. Et les données montrent clairement que ce sont des seuils qui sont, disons, crédibles pour notre pays. Donc ça, c'est une avancée importante. Autre chose, il y a quand même des actions qui ont été faites. Je crois qu'on va peut-être revenir à cela plus tard. Il y a par exemple la qualité du carburant qui a beaucoup évolué. On avait du 1000 ppm il y a quelques années. Maintenant, on est à 10. On est passé au diesel 350. On est corrélé à l'augmentation du parc automobile. Il y a eu le tramway qui a été lancé, etc. Moi, je crois qu'il y a eu des actions quand même comme significatives qui ont été, disons, lancées. Ceci étant, il faut rester absolument très, très vigilant.
Et si on pose la question, est-ce qu'on dépasse les seuils? Est-ce que ces seuils ont un impact sur la santé? Moi, je crois que les effets sur la santé ne sont plus à démontrer. Ils sont connus. Je veux dire, on ne va pas redémontrer quelque chose qui est connu. Maintenant, le plus important et le challenge de nos régions, de notre pays, c'est pouvoir corréler l'augmentation de ce seuil par rapport aux effets sur la santé possibles. Et ça, c'est en train d'être fait par le ministère de la Santé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les zones industrielles, par exemple, localisées à Casablanca, il y a des dépassements, il y a des fois quelques dépassements. Heureusement, Casablanca, il y a quand même la mer, il y a des vents atlantiques qui dégagent assez bien la pollution. Au centre-ville, bien sûr, lorsqu'il y a des pics de la circulation automobile, dans certains endroits localisés, on peut avoir quelques dépassements. Mais on ne va pas quand même se comparer aux métropoles où la pollution pose un très grand problème. Moi, je crois, mais on n'est pas arrivé à ce niveau-là dans des endroits, je vous pose une autre question. Est-ce qu'on a une cartographie aujourd'hui claire des points noirs? On parlait de Mohammedia, on parle des centres-villes, que ce soit de Rabat, que ce soit de Casablanca, dans des zones industrielles bien spécifiques. On a une cartographie des points noirs urbains? Oui, surtout si on parle de cartographie et de zones plus ou moins à pollution plus fréquente et répétitive. Donc on a la zone de Mohammedia et la zone de Insbeh. De temps en temps, bien sûr, quand on dit on a des pics, ça ne veut pas dire tout le temps. C'est pour ça que ça s'appelle pic, et heureusement d'ailleurs. Et aussi dans les zones à fort trafic. Par exemple, quand il y a eu la construction, la mise en place du métro de Casablanca, on a, à cause ou grâce à la déviation, on a des parties où on a vu la déviation du trafic routier, on a des parties où on a vu une diminution, par exemple, de la pollution due au trafic, et bon, des parties où ça a un petit peu augmenté, mais même il y a une diminution parce que les gens, vu les difficultés de circulation entre guillemets causées en cette période-là, ils ont aussi limité les déplacements. Donc c'est pas tout ce qui était là comme pollution, il s'est exactement transporté de l'autre côté. Il y a eu aussi cette limitation un petit peu de déplacement, mais en contrepartie, une fois le métro était mis en place, on a remarqué quand même quelques modifications. Par exemple, quand il y a eu l'obligation d'utilisation de carburants plus propres, et ben l'effet sur la qualité de l'air a été bien senti. Donc à partir de 2009 notamment, on a noté une diminution, par exemple, en dioxyde de soufre. Donc il y a des mesures qui ont un résultat. Donc, on peut continuer dans ce sens-là, mais ça ne peut être que bénéfique pour tout le monde. Alors, on va parler du carburant, bien sûr, de l'augmentation du parc automobile et de l'état du parc automobile, mais juste question peut-être toute bête, mais est-ce que la pollution, la qualité de l'air impacte la qualité de l'eau? Certainement. Oui, c'est-à-dire en termes de particules, en termes de... Absolument. Oui. En termes de particules, toutes les précipitations sur la surface d'un lac, et on sait que beaucoup de lacs de barrage, enfin des retenues de barrage et de lacs de barrage permettent l'alimentation en eau potable. Bien entendu, les prises d'eau sont un petit peu plus profondes, mais il y a, avec l'effet d'infiltration, l'effet de dépôt, donc un impact qui est... Bon, quel est son rapport avec la pollution générale? Il y a une autre pollution peut-être dont on n'a pas parlé au niveau de l'eau. Et beaucoup de villes donc sont alimentées à partir des barrages. Quand il y a de la sécheresse, le niveau descend. Et on est obligé de prendre, parce qu'il y a des niveaux de prise. Normalement, on prend de l'eau à 3-4 mètres par rapport à la surface. Mais il y a des prises d'eau qui, justement, tiennent compte du fait que le niveau de la retenue du barrage peut baisser. En bas, quand on prend l'eau à 30 mètres de profondeur, bon là, on prend une eau qui n'est pas suffisamment oxygénée, parce que pendant longtemps, elle ne recevait pas directement les rayons de soleil. Et cette eau, c'est ce qu'on appelle de l'eau, c'est l'eutrophisation des lacs, et une eau eutrophiée. Et ça s'est ressenti à Rabat, par exemple. On a une odeur de moisissure qui sort, pas au niveau de l'odeur déjà, sans arriver à parler du goût. Tout ça, c'est des formes de pollution qui sont dues à des problèmes non seulement
de la nature et de la quantité de polluants, mais aussi de la quantité d'eau disponible, à cause donc du manque d'eau dans notre pays et dans certaines régions en particulier. Et donc la pollution atmosphérique a un impact. La pollution générée par les... Si, je donne un autre exemple, quand il y a des inondations, alors je parlais des manques d'eau, oui. Quand il y a un excès, quand il y a des inondations, ben, l'eau ramasse toutes les détritus, oui. Toutes les saletés qui existent un peu partout, et les ramène au niveau des cours d'eau, et s'infiltre aussi au niveau des nappes. Donc nous avons besoin aussi d'une bonne gestion de notre territoire, de savoir où récupérer et comment traiter. Le problème donc de la pollution doit se poser aussi en amont et pas au niveau uniquement du traitement à l'aval. Oui, il y a une autre manière d'appréhender la pollution, la qualité de l'environnement. C'est celle qui est pratiquée actuellement au niveau international. Au lieu de dire pollution de l'eau, de l'air, on parle quels sont les facteurs de risque liés à l'environnement. Par exemple, on parle de la pollution de l'air, de celle qu'on a parlé tout à l'heure, mais aussi de l'insuffisance de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Ce sont des facteurs de risque qui sont calculés et suivis au niveau international. Il y a l'exposition aux produits chimiques dangereux. Il y a l'exposition au rayonnement. On n'oublie pas parfois les rayonnements, principalement les rayonnements ionisants et les radiations ultraviolets. Il y a tout ce qui est bruit. Ça aussi, ça génère beaucoup de problèmes sanitaires, principalement dans la communauté. Il y a les pratiques agricoles. Donc, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est les pesticides, c'est la réutilisation des eaux usées, mais aussi les conditions professionnelles. Au niveau des usines industrielles, quelles sont, parce que ces risques-là sont exacerbés au niveau dans les unités industrielles et enfin les changements climatiques et aussi les non-conformités des constructions. Parfois, lorsqu'on a un habitat qui n'est pas conforme et qui se présente mal par rapport au soleil, par rapport à l'aération, on peut générer des problèmes sanitaires. Et il y a aussi tout ce qui est dispositif routier. Est-ce qu'il est bien conçu? Est-ce qu'on n'a pas fait le bon tracé? Qu'est-ce qui génère des accidents? Parce que aussi ça, c'est comptabilisé dans ce chiffre que vous aviez annoncé au début, les 32 000 décès, les morts par la route sont comptabilisés là-dedans. C'est complexe, ce que vous êtes en train de me dire. Ça demande une planification, une vraie stratégie à chaque fois qu'on met en place des ouvrages. Alors vous êtes en train de parler de l'habitat, des routes. C'est pour ça qu'est-ce que préconise l'OMS? Il préconise que les aspects sanitaires, la dimension sanitaire soient inclus dans toutes les politiques. Ça, c'est l'esprit même. Mais alors ça demande du contrôle. Ça m'amène à la question du contrôle. Prenons juste, on va oublier les promoteurs immobiliers, etc. Parlons juste de l'industrie. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un contrôle qui est fait au niveau des industriels pour limiter, pour essayer de voir justement des seuils, les infrastructures qui sont utilisées, les équipements qui sont utilisés et le rejet ou les empreintes carbone est-ce qu'on parle d'empreintes carbone au niveau des industriels aujourd'hui? Est-ce qu'on a ces notions-là? En fait, ce qui est pratiqué aujourd'hui au niveau national, ce sont tout ce qui est un contrôle a priori. C'est-à-dire, avant l'établissement d'un projet industriel, il y a ce que nous appelons l'évaluation de l'impact, l'étude d'impact, l'évaluation des études sur l'impact sur l'environnement. Donc, à partir de là, il y a une commission nationale qui établit que ce procédé-là ne génère pas beaucoup de dégâts sur l'environnement, non sur la santé. Et si dégâts il y a, on préconise des mesures d'atténuation. Pas de contrôle continu. Parce que quand vous me dites a priori, ça me fait penser à ce grand scandale de ces constructeurs automobiles qui avaient des normes a priori et après quand ils ont fait des contrôles qui changent en fonction du fait que le moteur soit arrêté ou que le moteur soit chaud, etc. On se rend compte que le nombre de particules et l'effet polluant est différent. Ça c'est la fraude sophistiquée, ça. Oui, non mais bon, voilà, ça montre mais il y a quand même eu un contrôle pour se rendre compte qu'à un moment donné, est-ce qu'on a ce contrôle-là aujourd'hui? Est-ce qu'on devrait avoir ce type de contrôle, une police de l'atmosphère, que ce soit au niveau industriel ou même au niveau de la route? Alors je voulais juste rajouter un élément par rapport à ce qu'a dit Sidi Wahabi, c'est le phénomène de réchauffement climatique, qui est un phénomène planétaire et qui a généré une cartographie des maladies au niveau mondial qui est en train de changer. Vous voyez, durant les dernières années, on entend parler de nouvelles épidémies. Chaque fois, il y a une nouvelle épidémie, une maladie émergente, etc. Et donc l'une des causes probables, même certaines, c'est ce réchauffement climatique. Par exemple, la cartographie du paludisme va changer dans les 50 prochaines années. Pourquoi? Si on a 1 degré de plus,
dans une zone où il n'y a pas de paludisme, on peut se retrouver avec du paludisme. Et donc ça, c'est un phénomène important, disons, global. Alors pour revenir aux industries, moi je crois que d'abord au Maroc, effectivement, il y a cette loi sur les études d'impact. On ne peut pas installer une industrie quelque part sans qu'il y ait une étude au préalable. Maintenant, effectivement, les contrôles, il est très important qu'il n'y ait pas simplement, disons, une licence à vie. Il faut absolument contrôler les émissions, etc. Et ça se fait effectivement dans notre pays, mais probablement il faudrait peut-être le faire plus et accompagner ces industries aussi pour qu'ils puissent, disons, polluer moins. Voilà. Il nous faut une police de l'environnement. Il existe une police des eaux. Des eaux. Il existe. Maintenant, quels sont les moyens qui sont donnés pour pouvoir faire un contrôle et surtout pour pouvoir verbaliser, pour pouvoir limiter, interdire, ils sont encore assez limités. Mais il y a des efforts, il y a des avancées intéressantes. Donc, effectivement, il y a un travail qui est en train d'être finalisé et justement par rapport à cet aspect de l'environnement et de la qualité de l'air. Et parmi les propositions de ce travail-là auquel ont participé différents intervenants dans le ministère de l'Environnement, la direction de la météorologie nationale et différents autres intervenants concernés. Parmi les propositions qui sortiront dans le rapport, il y a cet aspect-là de contrôle et de suivi. Il y a toute une procédure qui est décrite et qui est proposée pour être mise en place. Et de toute façon, les efforts faits en termes du côté des industriels, par exemple, la mise en place de filtres, etc., elle a montré un impact positif sur l'environnement, par exemple, en termes de particules en suspension. Donc, tout effort est, comment dire, il est bien noté et il a un impact mesurable. Alors, on va revenir au carburant. Alors, j'ai juste montré le Marocain pollue, dans quelle proportion il pollue. En 1980, un Marocain émettait 0,8 tonnes de CO2 par an. En 2015, l'année dernière, 2 tonnes par habitant, donc on a quasiment doublé. Et je donne juste la moyenne mondiale, on est à 4,5 tonnes. Le Qatar, c'est 36 tonnes par habitant, et les États-Unis, pareil que le Qatar. Et voilà, on prend la Chine, c'est 5,4 tonnes par habitant, mais bien sûr, la Chine est le principal émetteur de gaz à effet de serre, vu la population qu'il contient. Mais on pollue beaucoup, c'est-à-dire que ce chiffre-là, 2 tonnes de CO2 par habitant, c'est beaucoup? C'est pas beaucoup par rapport au niveau du développement économique du pays. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un consensus, il y a une balance à appliquer. C'est vrai qu'il est préconisé de choisir des procédés industriels, des procédés de production énergétique, des process dans l'habitat, dans toutes les activités humaines, des procédés qui sont les moins émissions, qui émettent le moins le CO2. Mais le fait est là, les technologies actuelles qui permettraient ça ne sont pas encore accessibles à tout le monde. Donc, et un pays comme le Maroc doit faire la part des choses. Et nous ne sommes pas aussi pollueurs que les autres, malgré les chiffres que vous avez avancés. Chiffres, on le voit. En voyant les chiffres d'un point de vue mondial... Nous avons encore un petit gap sur lequel on peut travailler, mais vous avez tout ça. Et d'ailleurs, le Maroc a choisi, avec cette politique de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, il a pris les rails, il a été précurseur au niveau mondial, même au niveau par rapport aux pays industrialisés. Au niveau international, le Maroc lui a reconnu cette approche énergétique, cette approche d'énergie renouvelable, et on va trouver les bénéfices. Si n'est pas aujourd'hui, on va le trouver pour les générations futures. Exactement. Je voulais juste rajouter que quand même notre pays a des impératifs importants de développement, de création d'emplois, d'attractivité pour les industries. Et donc, il ne faut pas l'oublier, que notre pays en voie de développement, il faut absolument attirer des investissements dans le milieu industriel, etc. Mais, en même temps, il faut faire attention pour que ces 2 tonnes, que demain, on n'ait pas 5, 6, 10. Et moi, je crois que cette période-là, exactement dans notre développement, est importante. Moi, je crois qu'il est impératif de faire très attention et de ne pas tomber dans des situations. Alors, il y a aussi... des opportunités aussi. Il n'y a pas que des risques. Il y a aussi des opportunités d'investissement dans le domaine de l'environnement, en milieu industriel, etc. Voilà.
Je pense que les études d'impact qui sont faites a priori doivent être complétées par non seulement le suivi et évaluation. C'est-à-dire, voilà les résultats à la date X ou temps plus 0 et à T plus 2, 2 ans plus tard, après la réalisation, 5 ans et 10 ans plus tard, et une comparaison et une évaluation de l'aggravation de l'état ou de l'amélioration ou du respect de l'état de départ. Je pense que ce suivi et évaluation est absolument nécessaire pour mesurer non seulement l'impact réel de ces projets-là, mais aussi ce qu'on peut prendre comme enseignement pour les projets futurs. Maintenant, cette pollution chez nous, qu'elle soit industrielle ou urbaine, surtout au niveau de la circulation, elle est très concentrée. C'est le problème beaucoup plus, à mon avis. De concentration. Là, je passe sur la partie R, le problème de la concentration dans le temps et dans l'espace. Et c'est là où nous devons, à mon avis, trouver les moyens de la prévenir et de la dissiper. Je pense que c'est beaucoup plus cet angle qu'il faudrait peut-être attaquer au niveau de la gestion de cette pollution. Et dans ce sens, un renforcement du réseau de mesures et de suivi est très important. Il est très important. Tout à l'heure, donc les 13 stations, ils sont apparus. Le nombre est apparu. Par rapport aux 29. Non, vous me parlez de la concentration. Oui. Elle est légitime. C'est-à-dire qu'elle est représentative de l'axe le plus. Par exemple, par rapport à la France, en Île-de-France, c'est aux alentours de 70 stations, par exemple. Rien qu'en Île-de-France. Oui, rien qu'en Île-de-France. Donc, le Grand Casablanca, il peut encore abriter d'autres stations. Et dans les autres régions du Maroc, elles gagneront énormément quand on installera d'autres stations de mesure de la qualité de l'air, ce qui permettra le suivi et l'évaluation des mesures prises. Alors, le parc automobile, on en a parlé, vous avez parlé du carburant. On est passé de 1,6 million en 2000 à 3,4 millions en 2014, donc ça a quasiment doublé. Et ça va en progressant avec le développement du pays et se pose le grand débat à chaque fois. Gasoil, essence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parlait de carburant, il y a beaucoup de débats qui commençaient à sortir sur le niveau de pollution que le diesel occasionne. On a un âge du parc, même s'il se renouvelle, mais il se renouvelle quand même assez lentement. Est-ce que ça c'est vous parlez de dispositifs à mettre en place pour les générations futures. Est-ce que ça c'est une réflexion qu'on a ou pas? Parce que ça entraîne beaucoup de réflexions d'un point de vue fiscal qui peuvent inverser la donne au niveau du gasoil et de l'essence. Mais c'est une réflexion mondiale. En fait, je ne pense pas qu'on pourrait répondre à cette question dans ce débat. C'est une question épineuse et ça génère... Parce que la santé, ça génère beaucoup de... Oui, mais les professionnels de santé attirent l'attention. Si on arrive à faire, c'est que d'ici quelques années, d'ici 20 ans, le Maroc, toutes les voitures marocaines seront électriques. Ça, il y aura quasiment plus de dégâts. 20 ans, oui, un peu plus loin, je pense. C'est un rêve. Mais juste pour revenir à cette question de contrôle de la pollution et ces études d'impact, je dois préciser que malgré tout, ces commissions, aussi bien nationales que régionales, ont la possibilité de revenir sur les projets qu'ils ont autorisés et de vérifier est-ce que tout ce qui a été préconisé comme mesure d'atténuation a été réalisé. Et ça se fait, et on a à plusieurs reprises constaté que un grand nombre de ces installations étaient bien aménagées comme le préconisait le cahier de charge, mais parfois, bien sûr, on tombait sur des non-conformités qu'on rétablissait. Juste pour dire que ce n'est pas beaucoup, on ne le fait pas assez, mais on le fait quand même. D'ailleurs, en termes de révision, même les normes, elles sont révisibles, elles sont révisables tous les 10 années ou à chaque fois que c'est nécessaire. Donc, à chaque fois qu'on prend des précautions, qu'on installe des actions et des mesures, on peut évaluer et une fois on atteint un degré de performance, on peut hausser un peu plus la barre et comme ça on peut aller vers un environnement, vers un air beaucoup plus beaucoup plus serein dans notre pays. D'ailleurs, par exemple pour l'Europe, ou bien la France à titre d'exemple, il y a eu une évolution des normes. Ils n'ont pas commencé avec un seuil, mais c'était fait progressivement. Ce que peut faire notre pays, donc maintenant on a déjà des seuils, on met en place des mesures, on vérifie, on valide,
on valide et on peut hausser un peu plus la barre continuellement jusqu'à atteindre le niveau de performance dont on a besoin. Et cela ne peut se faire qu'à travers ces études dont j'ai parlé. L'évaluation de risque, c'est très important. Il faut évaluer d'une manière précise l'exposition de la population à ces risques et de là proposer qu'elle soit augmentée ou bien diminuée à la lumière des résultats qu'on aura trouvés. Je voudrais juste soulever une autre pollution de l'air dont on n'a pas parlé, c'est celle qui provient des décharges publiques. Et ici, bon... Et les vaches, si on n'a pas parlé des vaches. Oui. Non, mais... c'est problématique. Ça. Et donc, en fonction de l'orientation des vents, des fois, une bonne partie de la ville de Rabat en particulier reçoit toutes les odeurs qui sortent de la décharge de Mezza, même si elle a été éloignée. Donc, ça a certainement un effet sur la santé. Je suppose qu'il y a des choses qui peuvent être faites dans l'étude de la localisation d'abord des décharges, et puis dans leur gestion, et avec l'étude, bien sûr, des phénomènes des vents. Il y a aussi un point, c'est la prévision, qui est très importante. Donc, ça, en plus de la mesure, il y a la prévision. Donc, pour pouvoir alerter, que ce soit pour la santé ou bien pouvoir dire aux gens, éviter cette artère-là, prendre plutôt ça, comme ce qui se fait par exemple ailleurs, prière ne pas prendre les voitures, prendre autre chose, etc. C'est là où on voit que c'est très transversal, parce que pour que ces mesures soient mises en place... un rêve, mais il y a la prévision. Donc, l'aspect prévision, c'est quelque chose qui est incontournable. Donc, on a déjà une plateforme pour le Grand Casablanca. Et le projet avec le ministère de la Santé et la Fondation Martis pour la protection de l'environnement, ça va dans ce sens-là. C'est pour pouvoir alerter et prendre les mesures nécessaires. Donc, ça peut très bien être fait aussi pour d'autres agglomérations à l'échelle nationale. Merci à vous. Merci à vous. Je suis obligé de rendre l'antenne. Merci d'avoir été avec nous pour mieux comprendre ce sujet. Excellente soirée sur Média TV. Et ne ratez pas la rediffusion si vous devez être en route, comme tous les soirs, à 22h40.